comme étrangers, mise sur le nouveau réseau immatériel qu'est Internet, afin de relier les joueurs entre eux tout en rêvant d'un bouleversement industriel. Nicolas Gaume, entrepreneur et créateur bordelais, dans son ouvrage Citizen Game, publié en 2006 aux éditions Anne Carrière, émet déjà l'idée, en 1999, qu'Internet supprimera à long terme le réseau de vente matériel physique et donc de l'asservissement aux structures d'édition et de distribution, handicapant pour les studios de développement. En parallèle, la hausse des studios de développement sur le territoire français ces 5 dernières années n'est pas issue de nulle part. Il est important de préciser que la France a subi une crise majeure dans son industrie vidéoludique qui était alors en fort développement jusqu'en 2000. Contrairement à d'autres pays, comme les États-Unis, pour ne citer que, les acteurs en sont ressortis marqués. Callisto Entertainment, Cryo Interactive, Infogrames et beaucoup d'autres s'effondrent, comme les 2 tiers des entreprises de création et d'édition jusqu'en 2003. Ayant quitté la création pure et dure du jeu vidéo, Nicolas Gaume, alors devenu président fondateur du syndicat national du jeu vidéo, déclare en 2012 que s'il y avait 10 000 salariés travaillant dans cette industrie en France en 2012, il n'en reste plus que la moitié. Enfin, il n'hésite pas à rappeler que si nous étions sur le podium de la production occidentale de jeux il y a 10 ans, qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus que dans la queue du peloton de tête, certes. Alors, la création française a toujours signé avec l'exception culturelle, c'est un fait. D'anciens musiciens comme Jean-Louis Le Breton ou Philippe Ulrich, par la découverte, l'appropriation du langage basique et l'utilisation prolongée de machines comme la ZX Spectrum ou le Macintosh ou l'Apple II, début des années 80, développent ce qui est alors appelé logiciel de loisir. Remplacé par beaucoup d'autres machines par la suite, et donc après par le Macintosh, comme je viens de l'évoquer, ça a posé de nombreux problèmes pour ces petits développeurs-là, qui furent confrontés à des problèmes d'ordre de programmation. Jean-Louis Le Breton, qui a créé sa propre société en 84, produit une dizaine de jeux jusqu'en 86. Le saut technologique a rendu ses connaissances caduques. Nicolas Gaume connaît aussi ce genre d'inconvénients, car après avoir créé Brainsoft destiné à l'Apple II, il est contraint par Apple de développer sur Macintosh. Ici, la rupture est brutale. 2 réponses différentes sont fournies et 2 voies distinctes sont empruntées par les acteurs. Jean-Louis Le Breton cesse son activité de développeur pour se tourner vers le journalisme informatique naissant, tandis que Nicolas Gaume fonde une nouvelle société à Bordeaux, Callisto, et s'entoure de programmeurs compétents. Enfin, bien que ce soit des exemples, les 2 acteurs partagent une différence d'âge notable. Jean-Louis Le Breton a une trentaine d'années et Nicolas Gaume n'a pas 20 ans lorsqu'il crée la défunte société Callisto Entertainment. On peut donc considérer qu'on assiste en même temps que le passage d'un cycle technologique à un autre, à un renouvellement générationnel. C'est le glissement de production d'ordre artisanal vers des structures industrielles. C'est en quelque sorte l'ère proto-industrielle du jeu vidéo, sa sortie de garage. Dès les années 90, ce changement de mode de production impose des contraintes. Le mythe du petit développeur dans son garage s'émiette. Selon Sébastien Genevaux, les majors des maisons d'édition, qui se développent alors sur le même modèle que celle de l'industrie littéraire, déplacent le curseur. L'innovation commerciale laisse place à l'innovation de produits et de procédés. Les coûts d'édition étant élevés, une purge bien que minime a lieu dès le début des années 90 en France. Puisque, comme le précise l'auteur, on passe d'une industrie de 2500 millions de francs en 92 à 1900 millions en 1996. Parallèlement, la France devient un creuset européen de la constitution des majors, avec Ubisoft, Infogrames et Vivendi Universal. Les coûts de développement additionnés à la complexité de la programmation, moins accessible, rend les éditeurs dominants sur le marché. Les pèlerinages de Nicolas Gaume à travers le monde en fait un cas typique, bien que inconsidéré par les pouvoirs publics, réticents à soutenir financièrement les projets français. En effet, bien qu'étant créé en 89, le Fonds d'aide à l'édition multimédia, abrégé FAEM, ne supporte les créations vidéoludiques seulement 20 ans plus tard, en 2003. Conséquemment, à la déclaration commune de l'industrie du jeu vidéo français qui est signée par 5000 acteurs du secteur. Alors, elle constitue en fait, cette déclaration commune, un état des lieux morose de l'industrie, puisqu'elle est signée notamment par le très célèbre mais controversé David Cage. Enfin, il faudrait revenir sur le rôle, mais je vais manquer de temps, sur le rôle très très important de la petite guéguerre en fait entre le Canada et la province du Québec plus précisément et la France, qui se sont pendant une dizaine d'années mené une guerre fiscale, et notamment Nicolas Gaume en revient dans son ouvrage
puisqu'il raconte clairement qu'il a reçu une lettre en 97 de la province du Québec l'invitant à délocaliser toutes ses activités outre-Atlantique. Alors on peut aussi utiliser une autre source, le mémoire d'un Bordelais, aussi d'un étudiant bordelais, Adrien Carbès-Rovier de l'Université de Bordeaux-Montesquieu, qui a soutenu en 2006 son mémoire. Alors il rend compte d'une réalité beaucoup moins optimiste il y a 12 ans. Les premières pages donnent le ton, puisqu'il dit « Les studios devraient pouvoir être considérés comme des auteurs, ce qui n'est pas le cas. Ceux-ci se retrouvent cantonnés dans un rôle de fournisseur, voire de sous-traitant. » Les développeurs, l'ensemble des unités de développement, que ce soit sous forme collective, donc les studios ou individuels, on peut ici voir la renaissance du petit développeur dans son garage, ont toujours connu la contrainte de l'édition. L'explication de Carbès-Rovier est adaptée à son temps. En 2006, créer un studio de toutes pièces, réunir le personnel qualifié, développer une idée par le biais d'un prototype et trouver un éditeur qui accepte de transformer celui-ci en un risque financier n'est pas chose aisée. Aujourd'hui, si le terme indépendant s'est imposé comme un choix logique, c'est parce que les créateurs, de par l'uniformité des modes de distribution sous forme physique, étaient encore muselés dans le processus créatif en 2006. Particulièrement pauvre en production française il y a 10 ans, le phénomène est symptomatique d'un assèchement des ressources conventionnelles et annonciateur d'un nouveau cycle technologique, la 7e génération de consoles. Celle-ci, qui par l'accent donné par les constructeurs d'être totalement connectés, dote le créatif de marchés virtuels. À double versant, ils rendent visibles et acquérables les productions des développeurs aux yeux de l'ensemble de la communauté de joueurs. L'auto-édition, l'autofinancement, l'autopromotion et l'autodistribution façonnent un processus global d'auto-commercialisation en tant qu'externalité positive du numérique. En bouleversant les structures de production et de consommation, un nouveau concept est ainsi né, celui que j'ai décidé de nommer « fait numérique ». On peut donc se demander en quoi le numérique est-il le trait d'union Voilà, le trait d'union du joueur au développeur, estompant la frontière industrialiste et dessinant un nouveau rapport entre l'offre et la demande. Dans un premier temps, l'effet direct de la désintermédiation sera évoqué, avant d'aborder dans un second temps les externalités les plus importantes de la révolution numérique. Donc, dans une première partie, on va voir la main invisible des développeurs, une émancipation allant de la création à l'édition, la naissance de l'indépendant. Alors commençons par des données concrètes. Alors, avant toute chose, ma formation d'historien universitaire m'invite à vous préciser que même si ces chiffres proviennent de 3 des syndicats de l'industrie, que même si leur viabilité n'est pas à remettre en question, elle est du moins à prendre avec des pincettes. Alors, selon le baromètre annuel 2017 du syndicat national du jeu vidéo, sur les 108 entreprises françaises interrogées, 63% s'auto-commercialisent et se dispensent des services d'édition. C'est ce que vous pouvez voir sur le petit graphique. On peut d'entrée de jeu s'interroger sur l'actuel poids des éditeurs qui perdent leur utilité première, la commercialisation de titres. Pour les auteurs Pierre-Jean Bengozi et Philippe Champy, les éditeurs de jeux ont en effet accompagné la transformation des modèles économiques du numérique. Quand bien même la distribution et la promotion des jeux étant largement couverts par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors, l'échelle locale est suffisante pour percevoir cette émancipation. Les structures de développement bordelaises comme Shiro Games, Big Bad Wolf ou Motion Twin rentrent totalement dans ce cas de figure. Alors, je vais plus m'appuyer sur le cas de Motion Twin qui, en 2010, dans un article de Libération, nous dit qu'Internet est pour eux un support idéal. Ça leur permet de rester totalement indépendants et de faire les jeux qui leur plaisent. Ils sont assez modestes et ne veulent pas aller trop vite. Ils n'ont pas besoin de rentrer dans une logique industrielle et capitaliste pour s'en sortir. Donc, comme on vient de voir, ils sont maîtres de leur projet et de surcroît du processus de création. Leur support se limite alors à Internet qui n'engage aucune charge d'édition ou de distribution puisque seul l'abonnement à un opérateur Internet octroie son accès. Cet exemple est d'autant plus intéressant que ce modèle a permis au studio de changer sa ligne éditoriale, précédemment axée sur des jeux à revenus. Cette innovation de produit est d'ailleurs la conséquence, ou l'externalité négative pour certains, de la révolution numérique qui, selon Bengozi et Champy, se résume à tarifer l'utilisation des jeux vidéo pour produire des revenus. D'un modèle économique free-to-play, suggérant une rente quotidienne permettant au studio d'engranger 4 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2009, il passe à un modèle beaucoup plus classique de paiement à l'acte.
De tremplin, le numérique sert donc aussi de moyen, puisque la petite équipe de cette personne n'est pas contrainte pour autant à distribuer des versions physiques de leur production. On peut légitimement considérer que Motion Twin, et ce ne sont pas les seuls, survit uniquement par le biais du numérique, qui induit au-delà d'un cercle vertueux un fascinant écosystème. Bengozzi et Champy nourrissent donc mon concept de la fée numérique. Pour eux, cette révolution profonde des modèles d'affaires s'est répercutée en cascade sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'industrie. Qu'un studio soit une petite ou une grosse structure, il utilise cette désintermédiation. C'est-à-dire que l'offre rencontre directement la demande sans passer par des intermédiaires tels qu'un éditeur ou un distributeur. Or, ceux-ci ont su contre-attaquer. Ils se sont adaptés pour survivre à la sélection naturelle induite par le numérique, et c'est ce qu'on va voir dans une deuxième sous-partie, la généralisation d'une distribution dématérialisée. Avec un super schéma. Voilà. Donc, déjà, ça commence dans les années 2000. Dès 2001, Metaboly voit le jour. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de Metaboly, mais c'était ce petit site internet qui était pionnier à l'époque, puisqu'il permettait la location de jeux sur internet en achetant des clés d'accès. Sauf que ça a posé un petit problème avec l'arrivée d'un ténor, Steam. Alors, la plateforme Steam est propulsée par l'éditeur de jeux Valve, qui est fort de sa notoriété au sein de la communauté de joueurs PC, qui lui doit Half-Life et Counter-Strike. Et donc du coup, Steam ôte aux 10 heures du jeu vidéo son avantage comparatif. Dans une situation quasi monopolistique encore aujourd'hui, Steam reste indéboulonnable. Les développeurs français la choisissent 9 fois sur 10 pour diffuser leur production. En parallèle, à partir des années 2010, les éditeurs de jeux majors de l'industrie se sont dotés de leur propre plateforme virtuelle. Uplay pour Ubisoft, Origin pour Electronic Arts, Good Old Games, abrégé GOG pour CD Projekt Red, ou encore Battle.net pour Activision Blizzard. Chacun s'est doté de son petit cheval de course. Pour vous donner un ordre d'idée, sur la cinquantaine d'applications les plus téléchargées en février sur l'Apple Store, une trentaine sont des jeux mobiles. A contrario, pour les mêmes critères, la plateforme de Google, le Google Play Store, qui était anciennement Android Market, comptabilise environ plus de 90% de jeux parmi ces applications les plus téléchargées. A l'inverse de ce qu'on aurait pu penser, c'est bien un acteur tiers extérieur de l'industrie et non un éditeur ou un constructeur qui s'empare en premier lieu de la question de la dématérialisation des contenus. En vertu des DRM, des Digital Rights Management, Metaboly est devenu Games Planet, qui malgré l'effet de lock-in, perdure et s'est reconverti. Le site ne propose non plus un service de location de jeux, mais bien l'achat de clés permettant leur accès sur Steam. Alors côté constructeur, Microsoft, Sony et Nintendo suivent les courants porteurs, puisqu'ils décident, pour la 7e génération de consoles, que j'ai évoqué tout à l'heure, d'armer leurs machines de marché virtuelles bien avant les éditeurs. Le troisième éditeur français, Focus Home Interactive, lors de ses résultats semestriels, nous donne un indicateur. En 2014, 46% de son chiffre d'affaires est dû aux plateformes en ligne, contre 56% au premier semestre 2017. Concernant le premier éditeur français, Ubisoft, c'est 19% du chiffre d'affaires pour l'exercice 2013-2014, contre 50% du chiffre d'affaires pour l'exercice 2016-2017. Bien que dans ces chiffres, il faut avoir en tête qu'ils contiennent aussi bien les ventes dématérialisées que les DLC. Cette nouvelle pratique de consommation participe à l'explosion des studios français, tout en maintenant la bonne santé des pionniers, dont les 2/3, soit 68%, ont moins de 5 ans. Le gain n'est pas négligeable et comme le prouve le baromètre, distribuer un jeu uniquement sur support physique reviendrait à déposer le bilan. Comme nous venons de le voir, la poule aux odeurs de Valve, ça va vous plaire ça, propulsée par le créateur américain Gabe N. Newell, a donc fait des émules à partir du moment où celle-ci, dès 2005, ne distribuait plus uniquement que leurs jeux développés en interne. Cette innovation a jusqu'aujourd'hui suivi un processus en 4 étapes. De la location de jeux via un site internet, puis l'arrivée d'un acteur agressif, amorce chez les consoliers, puis les éditeurs de jeux l'idée de plateforme qui n'empêche pas la vente de clés d'activation. Ce processus a donc su placer les consommateurs, les joueurs, au centre de la politique de vente. C'est ce que nous allons voir dans une troisième sous-partie, consommer en communauté. Puisqu'en effet, c'est alors que rentre en ligne de compte le caractère interactif du numérique, qui se traduit par un des aspects les plus flagrants, la dimension communautaire. Prenons l'exemple de Steam Greenlight.
Depuis 2012, ce programme permettait aux utilisateurs de la plateforme de voter pour des projets qui leur plaisaient, afin que ceux-ci soient rendus visibles aux yeux de tous. La demande forme ainsi directement son offre qui se chevauche avec celle d'autres projets déjà financés, finalisés et prêts à l'emploi. L'unique intermédiaire ici est Steam. On a aussi les jeux en early access, en accès anticipé donc, qui sont eux un autre cas de figure qui relève du financement participatif. Ils octroient en contrepartie d'un prix abaissé l'achat d'un jeu en cours de développement. Northgard de Shiro Games a été développé via ce système. Il est d'ailleurs sorti la semaine dernière. Les développeurs n'hésitaient pas à rappeler sur la page du magasin Steam, voilà, que les forums servent aussi à recueillir avis, recommandations et feedback, donc les retours sur expérience, des acquéreurs du produit non finalisé. C'est ici que réside justement la limite de ce système remplacé depuis le printemps 2017. Le Steam Direct, que vous avez vu sur le diapo précédent, est le fruit de plusieurs années d'analyse de Valve sur les points clés suivants. La question de la véracité et de l'authenticité des projets, leur visibilité et leur viabilité dans leur catalogue, qui est devenu progressivement une pile de jeux sans fin entassés les uns sur les autres. Justement, surnommé l'Indiepocalypse en 2015, en référence au crash de 83 qui avait causé une chute du prix des jeux due à une offre supérieure à la demande. Pour la petite histoire, c'était la fameuse épopée de Atari qui avait enterré dans le désert tous ces jeux E.T. suite à cette crise. Voilà. Donc c'est ce qu'on va voir dans une seconde grande partie. La fin des versions physiques, la destruction créatrice de l'industrie. Alors l'interactivité que j'ai évoquée précédemment est un des piliers des mutations des méthodes de consommation. Un jeu dénué du trait d'union numérique ne pouvait être agrémenté d'améliorations après sa publication. Aujourd'hui, les patchs et les DLC forment un duo quasi systématique, s'insérant dans une logique industrielle de suivi de production. Le développeur peut ainsi apporter des modifications majeures et mineures à son œuvre de façon régulière en adoptant des rythmes correspondant aux besoins transmis via les retours sur l'expérience de la communauté. Ces évolutions du processus de développement liées à l'évolution des pratiques d'utilisation trouvent des racines à l'aube du XXIe siècle. Les traits communs DLC d'aujourd'hui sont les anciennes expansions et add-ons d'hier, qui paraissaient alors en boîte. Bon là ici c'est mes goûts perso, après il y en a beaucoup d'autres, j'hésitais à vous mettre les Sims avec toutes ces extensions, pour vous donner un ordre d'idée. Le numérique n'a donc pas inventé ces types de contenus qui existaient bien avant l'arrivée de la DLCL. Le numérique a contribué à fragmenter les parties initialement inhérentes d'un jeu vidéo au profit de nouveaux modèles économiques. C'est ce qu'on va voir dans une deuxième sous-partie, l'apparition de nouveaux formats. Alors ici c'est un peu économique, parce qu'il va falloir s'appuyer sur la stratégie de l'océan bleu de l'économiste Michael Porter. En effet, l'océan bleu, c'est lorsqu'une entreprise profite donc de l'océan rouge, qui constitue la lutte entre plusieurs entreprises sur un même marché, qui, une fois achevé, laisse place à un nouvel entrant. Alors moi notamment, dans mes lectures pour Citizen Game, j'avais vu que Ubisoft, à la fin de Callisto Entertainment, Yves Guillemot, il signe un petit chèque pour Nicolas Gaume, il lui dit « Oh bah tiens, pour te remettre à flot, je vais te donner tant de francs ». Justement, juste après ça, au final, on a vu que Ubisoft est devenu le premier employeur dans le jeu vidéo en France, donc, puisque Callisto était fini. Mais en termes de studio, actuellement, le développeur Dontnod a profité de l'essoufflement des productions de Telltale Games pour s'imposer comme référence dans le genre des point and click. Destiné non plus à un public casual mais hardcore, il est distribué sur la plupart des supports et plus uniquement sur les consoles de salon. En faillite après l'échec de Remember Me, le studio parisien, désormais fort d'une centaine de personnes, a accumulé plus de 3 millions de ventes de leur nouveau titre, sorti épisodiquement en 2015, Life is Strange. Hop. L'augmentation du débit Internet, alliée à la massification de celui-ci, a permis l'arrivée de nouvelles formes de consommation. La figure du joueur achetant un jeu en coffret, c'est-à-dire sous forme de contenant en boîte, est mise à mal par l'arrivée de formats nouveaux qui diversifient l'offre et la pérennisent. Puisque, au tout début, il y avait le premier épisode, je me rappelle, c'était marqué épisode 1, on l'achetait, et puis après, il y avait les 4 autres, c'était marqué prochainement, forcément, tout n'était pas là, il fallait les acheter. Life is Strange n'est pas le premier à développer sous ce modèle. Le studio bordelais Big Bad Wolf, créé en 2015, semble convaincu, puisque The Council,
édité par Focus Home Interactive et qui est sorti aussi la semaine dernière, dis donc, c'est le mois du jeu bordelais, c'est incroyable, devrait compter 5 épisodes au total. Et donc tout ça, ça a bouleversé la chaîne de valeur qui est remaniée. Alors plusieurs auteurs que j'ai déjà cités, comme Alain Le Dibordeur, Philippe Champy, Yves Évrard, Alain Buisson, Pierre-Jean Bengozi, trouvent dans le phénomène de longue traîne théorisé par Chris Anderson une des conséquences de la numérisation, permettant la constitution d'un fonds de catalogue ou back catalogue. La visibilité des titres était un facteur à prendre en compte dans la commercialisation d'une nouvelle production. Si le rayonnage des jeux sur les étals des magasins spécialisés était limité temporellement parlant, un jeu publié sur une plateforme de distribution présente l'avantage d'être acheté en quantité illimitée, n'importe où et n'importe quand. Universalité, abondance, interactivité et dématérialisation sont les maîtres mots des plateformes de distribution virtuelles. La loi de Pareto des 80-20, qui prône que 80% des recettes soient issues de 20% des jeux, tend à s'effacer au profit de la longue traîne. La concentration de la demande sur un faible panel de produits, anciennement connu par la forte visibilité des blockbusters, est aujourd'hui remise en question. La demande tend davantage à se diversifier, malgré l'hyper-choix que peut représenter l'offre sur de telles plateformes. En effet, Steam dénombre pas moins de 21 000 jeux en vente depuis 2005. L'exploitation des fonds de catalogue a désormais toute son importance dans une économie qui privilégie le renouvellement de produits. À titre d'exemple, le back catalogue de Focus Home Interactive représente 28% du chiffre d'affaires en 2014 contre plus de 40% en 2017. Le constat suivant de Champy et Bengozi en 2017, qui dit que la désintermédiation de la chaîne de valeur permet aux créateurs de s'adresser directement à leurs clients potentiels, était inimaginable il y a 20 ans. La problématique liée à la distribution, soulevée aussi par les frères Le Dibordeur en 1993, qu'un nouveau jeu doit être disponible partout, immédiatement et dans des quantités suffisantes, n'a plus lieu d'être. Nicolas Gaume, encore une fois, dans son livre, partageait la même réalité en 1999. Il disait que si un jeu mettait plusieurs mois ou années à se concevoir, il n'était visible que quelques jours sur les étals du Micromania du coin. Rajouter le prix de revient d'un jeu en boutique, dont seulement 10% vont à l'éditeur, permet de comprendre le prisme du risque financier. Or, comme nous l'expliquent Yves Évrard et Alain Buisson, les plateformes virtuelles sont des marchés bifaces ou à deux versants. Puisqu'elles réunissent deux groupes d'utilisateurs, aussi bien les éditeurs et développeurs que les joueurs. Ce sont ici les caractères d'interaction et d'abondance du numérique qui rentrent en ligne de compte, car plus il y a d'éditeurs et donc de jeux sur une plateforme, plus elle est attractive pour les consommateurs et inversement. Pour Le Dibordeur et Champy, la valeur est donc co-construite entre l'offre et la demande. Mais il faut prendre du recul. On peut considérer cet état de cause sous l'angle macroéconomique entre un producteur de biens et un utilisateur, et microéconomiquement entre un développeur et un joueur. Internet a donc rendu perméable la frontière entre ces deux côtés de la barrière, qui n'est rendue qu'à sa plus simple expression, l'accès à Internet. Enfin, pour conclure, je voulais vous montrer un petit truc. Voilà. Ça, c'est le site de Limited Run Games. Donc, je ne sais pas si vous suivez un peu les actualités du jeu vidéo, vous saurez que c'est un site en fait qui produit des versions physiques des jeux indépendants. Et je voulais vous montrer ça puisque je trouve ça symbolique dans le sens où, alors que hier, les boîtes, les versions physiques, il y a encore plus d'une dizaine d'années, étaient standardisées, conventionnelles et faites en série, aujourd'hui, on en a fait quelque chose d'un peu rare puisque c'est sur commande et c'est vendu qu'à des milliers, seulement des centaines d'exemplaires. Voilà.